Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Jean-Loup Isambert. Bonjour Jean-Loup. Bonjour. Alors là, si vous voulez, la question du terrorisme, d'abord le terrain, est évident que le terrain qui favorise le terrorisme, c'est la misère économique et sociale. Après que des dirigeants occidentaux utilisent cette misère économique et sociale en fonction des intérêts de leur société transnationale, parce qu'il ne s'agit que de ça. Tout le reste, c'est du pipeau. Pourquoi la Syrie dérange? La Syrie dérange parce que c'est un pays souverain dont les dirigeants s'opposent à l'expansionnisme sioniste d'Israël. Oui, c'est ce que j'allais dire, monsieur Isambert. Un bouclier pour le monde arabe. Je vous rappelle quand même que c'est l'une des dernières républiques laïques du monde arabe. Ce qui est important, parce que dans la Syrie, avant 2011, et ça continuera demain parce que le peuple syrien va gagner cette guerre, toutes les confessions religieuses, qu'il s'agisse de musulmans, qu'il s'agisse de chrétiens, de tous ces gens de différentes communautés, de différentes croyances, je dirais, mais vivaient en harmonie. Et qu'est-ce qu'ont fait les dirigeants occidentaux? Ils ont utilisé, si vous voulez, au sein même de la communauté musulmane, pour opposer les chiites entre les sunnites. Regardez ce qui se passe en Irak. Pour opposer en Irak, pour opposer en Syrie également les alaouites aux chrétiens, aux musulmans. C'est le fameux diviser pour mieux régner. Voilà, diviser pour mieux régner, c'est toujours la même chose. Et ce que vous trouvez derrière ça, ce sont surtout les gigantesques gisements que l'on vient de trouver sur les côtes, sur le littoral syrien, de gaz et de pétrole. Le fond du problème, il est là. Il est là. Et si vous voulez, l'Arabie Saoudite, le Qatar, ces dictatures religieuses, elles vivent leurs derniers instants. Parce que, je vais vous dire quelque chose, je ne peux pas tout vous expliquer là, ça serait trop long, mais Washington avait envisagé, le Pentagone avait envisagé de redécouper et d'éclater complètement le Moyen-Orient en opposant justement ces populations et les ethnies entre elles. Il y a une fameuse carte d'ailleurs, une fameuse carte qui montre l'Arabie Saoudite éclatée avec une sorte de Vatican qui serait autour de la Mecque. Voilà, mais si vous voulez, il y a quelque chose que les dirigeants occidentaux n'ont pas envisagé. S'ils veulent travailler comme ça, on peut aussi envisager un autre découpage du Moyen-Orient. On peut envisager, par exemple, que l'Arabie Saoudite éclate en 3 parties. On peut envisager un redécoupage complet, effectivement. Aux États-Unis, du reste, il y a un redécoupage qui est en train de se faire dont personne ne parle. Savez-vous qu'il y a actuellement une association qui s'est créée et un site internet qui commence à récolter des dizaines de milliers de signatures, car des États veulent se retirer de la Confédération des États-Unis. Alors, vous avez, vous voyez, ça c'est juste le début d'un grand mouvement. Et des États au Texas, en Louisiane, disent, mais il n'y a pas de raison que nous payions les guerres de la Confédération quand nous sommes opposés à ces guerres, quand si nous étions indépendants, si nous étions en dehors de la Confédération, nous n'aurions pas la dette que nous avons à rembourser à l'État. Et nous serions plus libres. Et nous serions nous aurions un développement économique meilleur. Riche pour nos populations. Donc ils veulent se retirer de la Confédération des États-Unis. Bon, c'est un truc dont personne ne parle encore, c'est nouveau. Ça date d'il y a 3-4 ans, je crois. Et il y a une organisation qui s'est créée avec des sites internet. Il y a des associations de gens qui en ont marre de payer les guerres de Washington. Voilà. Bien sûr. Alors donc on peut aller très loin dans l'éclatement des États. C'est clair.
Pour conclure cette longue conférence, je voudrais quand même attirer votre attention sur ces peuples et sur ces langues dont on ne parle jamais. Pendant que l'on distrait l'attention des populations françaises en leur racontant les méfaits de la France du XVIIe siècle, du XVIe, on ne leur parle jamais des exactions inouïes commises par les Américains contre les populations indiennes d'Amérique du Nord. Ils ont des réserves. Il n'est jamais question de transformer ces réserves en collectivités territoriales. Je voudrais insister sur le fait qu'il y a 2 423 000 Indiens recensés, uniquement des gens recensés, déclarés, dont 57 000 Apaches, 281 000 Cherokees, 105 000 Chippewas, 104 000 Indiens d'Amérique latine, 270 000 Navajos. C'est plus que la population de la Corse. Vous vous rappelez tout à l'heure Clinton disant « Je me félicite de cette Europe pleine de vie. Je me félicite de voir la renaissance. » Du Piémont ou de la Catalogne. Mais moi, je voudrais qu'un président de la République française se rende dans une tribu Navarro et dise « Je me félicite de cette communauté pleine de vie. J'espère que vous allez pouvoir devenir une collectivité de plein droit. » En français, ça serait diviser pour conquérir. Il s'agirait de renvoyer la monnaie de la pièce. Si vous allez sur Wikipédia, qui est un très bon élément de mesure de l'influence des services secrets américains, vous trouverez par exemple une notice sur la langue navarro en français. Cette notice, elle est traduite en bretonnec, en breton. Quand même assez fort. Elle est traduite en féroéen, le dialecte des îles Féroé. Il y a quand même des gens qui sont payés par Wikipédia pour faire ça. Elle est traduite en galicien, une des langues officielles, reconnue, co-officielle, reconnue en Espagne. Vous vous rappelez ce que je vous disais tout à l'heure, par la charte, suite à la ratification de la charte des langues minoritaires. Elle est traduite en piémontais. Vous vous rappelez que le président Clinton se félicitait de cette Europe pleine de vie avec le Piémont. Mais elle n'est pas traduite en navarro. D'ailleurs, elle n'est pas traduite en cherokee, pas en langue sioux, pas en pueblo, pas en chippewa, pas en choctaw. La promotion des langues minoritaires et le morcellement des États, c'est bon pour le monde entier, sauf pour les États-Unis d'Amérique où on parque les Indiens dans des réserves sans aucun droit. Alors revenons à nos moutons. Eh bien, nos moutons, c'est divide and conquer. C'est ce que font les États-Unis depuis maintenant des décennies. Faut-il vous rappeler l'exemple yougoslave, ce pays qui a été complètement démantelé par les Américains, y compris le Kosovo. Le Kosovo qui est un État fantoche. La bataille du champ des mers, je crois, de 1320, qui avait rattaché cette province à la Serbie, c'est quelque chose qui est constitutif de l'identité serbe. Ce pays a été complètement martyrisé, démantibulé. Le Kosovo est devenu un pays indépendant, comme serait indépendant la Catalogne ou la Corse, c'est-à-dire pas du tout indépendant. En réalité, le Kosovo est devenu une des principales bases militaires américaines en dehors des États-Unis d'Amérique. Il y a quoi? Il y a Guantanamo, il y a les Açores et il y a le Kosovo, du côté de Pristina. Divide and conquer. Divide and conquer, c'est l'exemple soviétique, le démantèlement de l'URSS, avec le fait que dans tous les pourtours de l'URSS se sont installées des bases militaires américaines, en Géorgie, en Ukraine, en Lituanie, en Lettonie, en Estonie, je n'ai pas mentionné, j'ai oublié de le mentionner, le Kazakhstan. L'exemple soviétique, l'émiettement du monde musulman, c'est la même chose. L'émiettement irakien. L'Irak était un pays dirigé par Saddam Hussein. Ça n'était certainement pas, effectivement, une démocratie, je suis d'accord. Mais l'Arabie saoudite, qui est protégée par 50 000 soldats américains, 24 heures sur 24, 365 jours par an, depuis maintenant plus d'un siècle, est-ce une démocratie? Je sais, pour être allé dans tous ces pays, en particulier être allé en Arabie saoudite et être allé en Irak, qu'il n'y avait pas photo. En Irak, comme en Syrie, c'était des régimes laïques du parti Baas, d'ailleurs inspirés de la France, avec un régime musulman progressiste.
Toutes les confessions avaient le droit de s'exprimer. J'ai même acheté mon alliance auprès d'un chrétien nestorien à Bassora, en Irak. Il y avait 13% de chrétiens en Irak du temps de Saddam Hussein. Les femmes conduisaient des tracteurs, des engins. Elles travaillaient, elles pouvaient se balader en cheveux, comme disaient nos grands-mères, c'est-à-dire sans aucun foulard. Je l'ai vu de mes yeux vus. Au moment où j'étais allé dans ces pays, en Arabie, en Koweït ou en Irak, en plein Ramadan, en Irak ou en Syrie, on mange, tout le monde peut manger à midi. Si vous êtes musulman pieux, ben vous ne mangez pas. Mais si vous êtes chrétien, et il y en a beaucoup en Syrie ou en Irak, ben vous mangez. C'était ça. En revanche, en Arabie, c'est interdit. Au Koweït également. Nous avons des pays complètement totalitaires. C'est cela que protègent les États-Unis d'Amérique. Et ceux qu'ils dézinguent, ce sont tous les pays laïcs. L'Irak, la Syrie, la Libye. Cet émiettement irakien, pour faire quoi? Ben l'Irak comme la Libye sont devenus maintenant des foyers de purulence, avec des seigneurs de la guerre, avec une anarchie, un chaos généralisé. Ce chaos généralisé qui est celui qui arrive en Europe, qui est en train de nous être introduit dans nos pays européens. Divide and conquer. L'émiettement libyen, l'émiettement syrien, j'en ai parlé, et les mouvements indépendantistes en Chine, au Tibet, au Xinjiang. Xinjiang, ça veut dire nouvelle frontière en chinois.